Salut, je reçois beaucoup de questions à propos de mes vidéos. C'est peut-être parce que j'explique pas assez clairement, mais je suspecte que tout le monde comprend un peu différemment. Là, en salle de classe, j'ai un contact plus direct avec les étudiants et je peux donc m'adapter à ce que je vois qui est mal compris ou ce que je constate avoir été mal compris par les étudiants. C'est quelque chose qu'on voit dans les yeux de nos étudiants. Puis ici, évidemment, il n'y a pas de contact direct. Fait que c'est difficile, puis des fois, mes explications peuvent être un peu trop rapides. Donc, ça suscite beaucoup de questions, puis ce sont les bienvenues, ces questions-là, mais je n'ai tellement que c'est impossible pour moi de toutes y répondre. Donc, pour la deuxième fois aujourd'hui, je regroupe plusieurs questions ensemble, puis je fais une petite vidéo de questions-réponses. La première question découle de la vidéo sur les gabarits de fixation et de perçage. Dans la vidéo, j'ai mentionné que je pourrais peut-être un jour produire une série de vidéos concernant les poinçons et matrices. Et la réponse que j'ai reçue, c'est oui, définitivement. Il y a beaucoup de monde qui aimerait comprendre un peu plus à propos de ce type d'outillage-là. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder. Là, il y a plusieurs années, j'avais conçu un projet simple de poinçons et matrices à 2 stations pour produire des rondelles en acier d'un quart de pouce de diamètre pour, évidemment, l'utilisation avec des vis, des rondelles. Je vais chercher, je vais voir si je peux trouver ces dessins-là. Si je les ai trouvés, ils vont apparaître devant vous. Si vous ne voyez pas de plan apparaître, c'est parce que je ne les ai pas trouvés. Et puis, je vais utiliser ces plans-là. Là, ma santé n'est pas aussi bonne qu'elle pourrait être, donc je ne sais pas si je vais produire le projet ou juste expliquer les principes en utilisant les dessins, puis vous pourriez produire ce projet-là si ça vous intéresse, mais au moins on comprendrait le pourquoi de tous les petits détails qu'il va y avoir sur ces dessins-là. Une autre question qui découle de la vidéo sur les gabarits de perçage et de fixation était, c'est pas tellement une question comme une requête, pour avoir plus d'informations concernant les polymères ou le plastique, plus spécifiquement l'injection ou le moulage par injection. Là, j'avais mis un lien pour ma vidéo introductoire ou d'introduction au moulage de pièces en plastique. Mais j'ai une autre vidéo qui nous donne plus d'informations, pas tellement sur le moulage, mais sur la matière elle-même. C'est quoi du plastique ou des polymères? Fait que c'est la 4e partie de ma série de vidéos qui porte sur les matériaux. Et voici un lien pour cette vidéo-là. La prochaine question a trait à mon tour et je reçois souvent la question où est-ce que je me suis procuré mon porte-outils triangulaire. Je ne me le suis pas procuré, je l'ai fabriqué. On peut voir ici qu'évidemment il est triangulaire, donc je peux monter plusieurs outils, 4, 5 même, sans problème. Il est indexable, donc je peux juste le lousser puis le positionner où je veux. Et on peut même voir que si je l'enlève complètement, que j'ai un petit trou pour une bille à ressort et des trous d'indexage, fait que je peux avoir une certaine capacité de revenir à mon point de départ avec ces trous d'indexage-là. Donc c'est très pratique. On voit ici que j'ai un outil de surfaçage, tournage, de rainurage et un outil d'alésage monté ici. C'est quelque chose qui est assez pratique. Là, je l'ai fabriqué à partir d'une pièce d'acier 4140, donc trempé et recuit, revenu, excusez. Et puis, c'est très pratique. Par contre, je n'ai pas de dessin pour cette pièce-ci. Je l'ai juste fabriqué comme ça venait. Là, c'était un petit projet là, très simple à produire. Donc, on ne peut pas l'acheter malheureusement. La prochaine question a à faire avec ce gabarit qu'on avait appelé un sandwich jig. Et la personne ou plusieurs personnes se demandaient pourquoi la cavité qui positionne les pièces est située dans la partie supérieure. Ça pourrait être dans l'autre sens, certainement,
mais je préfère que ce soit comme ça, principalement parce que, regardez, si je tourne le gabarit de bord pour vider le gabarit, bien, les copeaux ne sont pas ici. Et si j'ouvre, les copeaux ne seront pas ici. Pour avoir quelques petits copeaux, mais pas grand-chose. Les copeaux vont surtout être situés dans le dessus. Et pour le vider, bien, je le vire de bord. Et en faisant ça, je vide les pièces et la presque totalité des copeaux qui vont être où? Qui vont être accumulés dans ces petits espaces que j'ai laissés entre le bout des douilles et la surface de positionnement ici, le positionnement primaire. On voit le petit espace là. Et c'est là que les copeaux vont être accumulés. Donc, en vidant le dessus, ici, en sortant les pièces, mais je sors également les copeaux. Et ensuite, bien, je peux simplement réassembler. Et puisque j'ai un bon contrôle de copeaux, bien, je peux repositionner mes vis facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de copeaux dans les trous filetés. Tous les copeaux ont été gardés éloignés de cette zone-là. Donc, ça accélère un peu le fonctionnement. Est-ce que ça pourrait être dans l'autre sens? Oui. Mais moi, ben, je le préfère comme ça. Donc, tassons notre gabarit, parce qu'on n'a plus de besoin, et passons à la prochaine question, qui a trait à l'usinage par électroérosion. Il y a quelque temps, j'ai produit une vidéo où on a produit le trou en forme de D dans cet outil de coupe à l'aide d'une électrode par électroérosion. Et l'électrode qu'on a utilisée, c'est celle-ci. Je n'ai pas été clair lorsque j'ai fait la vidéo sur les dangers relatifs à cette substance-ci. Comme telle, c'est assez inerte. Par contre, quand on l'usine par méthode traditionnelle, donc avec des outils de coupe, ça produit une poussière très fine et nocive pour la santé, pas à peu près. Donc, j'aurais dû être très clair que lorsqu'on usine du graphite, on s'assure que l'atelier est très bien ventilé et on porte un masque de protection. C'est très important. La deuxième question à propos de l'usinage par électroérosion, avait attrait à la précision de la chose. Et pour commencer à répondre à ça, on va commencer par mesurer notre outil, notre électrode et le trou qu'on a produit. Là, si je mesure notre électrode, on a 502 millièmes de pouce. Et si je mesure le trou produit, j'obtiens 515 millièmes de pouce. Donc, une différence ici de 13 millièmes de pouce entre le diamètre de l'électrode et le diamètre du trou qu'il a produit. Ça veut dire 6 millièmes et demi de différence par côté pour ce trou-ci. Ça semble énorme, mais il ne faut pas oublier qu'on a coupé ce trou-là avec une puissance de dégrossissage. Donc, les étincelles seraient très longues et les globules prélevés seraient très grosses. Et donc, cette différence-là n'est pas surprenante. Mais elle est constante, dans le sens que pour un même matériel ou même genre, comme un acier, et un même électrode, si j'utilise cette même puissance-là, celle auquel j'ai réglé la machine, peu importe la forme du trou, je vais avoir toujours ce même résultat de 6 millièmes de pouce et demi par côté. Où est-ce que ça peut changer? Bien, évidemment, si je prends une coupe de finition, à ce moment-là, mon courant va être beaucoup moins intense et ma fréquence va être plus élevée et mes particules vont être beaucoup plus petites et mes étincelles ou les décharges vont être beaucoup plus courtes. Résultat, évidemment, un meilleur fini, mais une différence entre électrode et pièce qui pourrait baisser jusqu'à 1 millième de pouce par côté. Mais évidemment, un temps de coupe très élevé. Fait que ça, c'est le résultat ici. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut faire attention. J'ai mentionné pour un même matériel. Si on coupait du laiton ou du cuivre,
un matériel avec un point de fusion plus bas, exemple que l'acier, bien, même si j'utilise le même réglage de machine, j'aurais un trou plus gros parce que le point de fusion de ces matières-là étant beaucoup plus basse, bien, les globules prélevés seraient beaucoup plus grosses. Donc, il faut faire attention à ça. Si par contre je mesurais ce trou-ci ou je l'ai mesuré d'un bout à l'autre, je constate qu'il y a une différence entre le point de départ de l'usinage et le point final par de 6 millièmes dans ce cas-ci. Donc le trou est 6 millièmes plus petit à la fin qu'elle était au début. Et ça, c'est causé par quoi? Bien, c'est causé par l'électrode et le fait que je n'ai pas vraiment fait tout ce que j'aurais dû. Ce n'était qu'une démonstration. Là, l'électrode coupe sur son bout. Parfait. Mais au fur et à mesure que le bout s'use, les côtés s'arrondissent très légèrement. Là, si je coupais un trou très très profond, bien, ça pourrait s'arrondir sérieusement. Mais dans ce cas-ci, c'est à peine arrondi. 3 millièmes de pouce par côté. Et puisque lors de l'usinage, je n'ai pas transpercé, vous avez peut-être remarqué que l'électrode est beaucoup plus long qu'il y a besoin d'être. Mais moi, j'ai arrêté alors que l'électrode venait juste de sortir du trou produit. Fait que la différence, c'est pas que le trou est conique, c'est réellement qu'il est arrondi à la fin à cause de l'arrondissage qu'on a sur l'électrode. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Relativement simple, ça serait juste de continuer l'action de coupe jusqu'à ce que j'arrive à une profondeur où l'électrode qui dépasse n'a pas touché à la pièce encore et donc est vierge et j'aurais eu un trou beaucoup plus parallèle. N'empêche que dans certains cas, j'obtiens un certain angle sur mes côtés quand je coupe avec ce procédé-là parce que il y a quelque chose qu'on appelle de l'arcage secondaire. Et ça, c'est lorsque le liquide ou le fluide diélectrique est saturé de particules qui sortent le long de l'électrode pour être extrait. Bien, ce fluide diélectrique-là, saturé de particules, devient un meilleur conducteur. Il ne devrait pas être conducteur d'électricité. Ça veut dire que les arcs électriques peuvent sauter un petit peu plus loin qu'ils auraient dû pouvoir sauter. Et ça, bien évidemment, ça peut faire une certaine conicité dans notre trou. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Quand je fais des trous peu profonds, c'est réellement pas un problème. Mais si j'ai à produire un trou profond, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas mentionné dans la démonstration. Moi, j'ai utilisé 2 jets de liquide pour nettoyer l'action de coupe et pour évacuer les particules. Mais il y a un 3e tuyau qu'on voit sur la photo ici, qui en est une de succion. Là, évidemment, si je pouvais sortir le liquide par succion, ça simplifierait énormément les choses parce que le liquide qui se trouverait entre l'électrode et la pièce lors de la coupe serait toujours très propre. Ce serait un liquide qui a été filtré, donc il serait propre. Il rentrerait par le dessus et il sortirait par le dessous. Là, vous me dites, oui, mais on est en train de percer un trou. Là. Il n'y en a pas de trou dans la pièce. Dans ce cas-ci, c'est vrai. Mais je produisais beaucoup de poinçons et matrices à un moment donné dans ma carrière et ce qu'on faisait, c'est qu'on pré-perçait les trous. Là, j'ai une plaque qui va devenir une matrice, donc il va avoir un trou précis dedans. Ça va devoir être durci, mais il n'est pas obligé d'être durci au début. Qu'est-ce qu'on ferait? Bien, on prendrait notre plaque, on l'usinerait et on le pré-percerait avec un trou un peu plus petit que ce que j'ai besoin. Et ensuite, je ferai la trempe, je ferai la rectification et ensuite, finalement, j'irai finir le trou par électroérosion. Donc, la cavité, là, elle existerait déjà. Il y aurait déjà un trou que je pourrais utiliser avec le tuyau de succion là, pour évacuer les copeaux vers le bas, les empêchant de revenir entre l'électrode et la pièce et rendant le trou là, phénoménalement parallèle. Donc, ça, c'est un autre truc qui peut nous aider. La prochaine question a affaire au fini. Là, il y a 2 côtés au fini d'une pièce, la finition ou l'état. C'est l'état de surface et la finition qu'on a. Là, l'état de surface ici, en Amérique du Nord, c'est une classe P. P pour, en anglais, pitted, donc picoté ou picoché, je ne sais pas en français comment on dirait ça, et non directionnel. Donc, ça veut dire que c'est une surface qui est mât.
ça peut avoir un très beau fini, mais il va toujours être mou, il ne sera jamais reluisant. Et l'état ou la quantité de finition, ben, ça varie, mais généralement, on peut s'attendre à obtenir à peu près 63 micropouces comme état de finition. Là, nous autres, on dégrossissait ici, on coupait très rapidement et fort, donc on a obtenu, puis on le voit sur la photo ici, un fini à peu près équivalent à un 125 micropouces. Par contre, si on fait très attention, on utilise un électrode de finition et on a beaucoup de temps à perdre, bien, on peut obtenir à peu près jusqu'à un 32 micropouces, ce qui serait à peu près équivalent à ce qu'on obtiendrait si on avait un fini bon, mais de tous les jours, un fini normal sur une rectifieuse plane. Certaines personnes avaient des questions concernant les électrodes de finition et de dégrossissage. Là, ça peut sembler un peu contre-intuitif, puisque lorsqu'on fraise, on fait du dégrossissage sur une fraiseuse, on a tendance à choisir des outils massifs, rigides, parce qu'on va enlever beaucoup de matière. Dans le monde de l'électroérosion, c'est un peu le contraire, dans le sens que l'électrode de dégrossissage va devoir être plus petit que l'électrode de finition. Pourquoi? Quand je dégrossis, j'utilise une étincelle, un courant qui est intense et qui va produire une étincelle qui est plus longue. Ça veut dire que l'espace qui se dégage autour de l'électrode lorsqu'il produit son trou va être beaucoup plus large. Là, si je ne veux pas surdimensionner mon trou, je suis mieux d'avoir un électrode de dégrossissage qui est beaucoup plus petit que le diamètre du trou voulu. Beaucoup, c'est relatif. Là, donc, le diamètre de l'outil de dégrossage et incluant l'espace sur chaque côté doit être plus petit que le trou fini. Pour qu'on puisse ensuite prendre un électrode de finition qui va être plus gros que l'électrode de dégrossage et avec un courant moins intense de finir le trou. La dernière question que je voudrais aborder, c'est entrer avec encore l'électroérosion, et c'est est-ce que l'électroérosion affecte la dureté de la pièce qu'on usine? Et il semblerait, quand on y pense, que oui, ça doit l'affecter, mais la réalité, c'est que non, ça ne l'affecte pas. On a des étincelles qui produisent une chaleur très, très, très intense, mais ces étincelles sont incroyablement petites et ils se promènent partout. Ce n'est pas un arc électrique, c'est une étincelle. Et ça veut dire que la chaleur est très localisée et ne retombe jamais au même endroit deux fois. Puisque le tout se fait dans un liquide qui n'est pas chaud, donc froid, on n'a réellement aucun effet sur la surface. Donc la réponse simple, c'est non. L'électroérosion n'affecte pas la dureté de la pièce qu'on usine. Là, ça, c'est à peu près tout ce que moi j'aurais à dire sur l'électroérosion. Fait que j'aimerais juste mentionner, si vous voulez plus d'informations, c'est en anglais par contre, mais il y a une compagnie qui s'appelle Reliable EDM. Reliable EDM. Et cette compagnie-là, qui sont basées, je crois, au Texas, a plusieurs excellentes vidéos qui décrivent toutes sortes de facettes de l'électroérosion. C'est vraiment bien fait et aborde des sujets que moi je ne peux juste pas aborder, comme l'électroérosion par fil, parce que je n'ai juste pas accès à cet équipement-là. Bon, ça c'est à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter de vous amuser, très important, mais de le faire sécuritairement, parce que la sécurité, c'est encore plus important. Rappelez-vous, on a vu porter un masque quand vous travaillez avec des matières poussiéreuses, dangereuses. Et comme toujours, bon usinage.